Le silence du bambou. Un conte zen sur la perte et la renaissance. Dans les montagnes où le bambou pousse près d'anciens temples, existe une vérité que peu comprennent, la douleur la plus profonde peut devenir le maître le plus compatissant. Voici l'histoire de Keiko, une femme qui a perdu celui qu'elle aimait plus que tout, et comment un vieux moine l'a guidée à travers la vallée la plus sombre de l'âme humaine vers une compréhension capable de transformer sa souffrance en sagesse. Parfois, les larmes sont des graines. Et des graines les plus arrosées par la douleur, fleurit la compréhension la plus lumineuse. Si tu as connu la perte, ou si tu accompagnes quelqu'un qui traverse le deuil, ce conte est un murmure venu des montagnes anciennes. Tu n'es pas seul dans ta douleur, et il existe un chemin à travers elle. Chapitre 1, la tempête intérieure. Keiko resta immobile devant la tombe fraîchement recouverte de terre. La pluie tombait sur son visage, mais elle ne la sentait pas. Elle avait perdu Hiroshi, son mari depuis 30 ans, en à peine 3 mois, du diagnostic au dernier souffle. Pendant des jours, elle avait pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Puis vint quelque chose de pire, un vide si vaste qu'il semblait avaler toute couleur du monde. Les cerisiers fleurissaient dehors, mais elle ne les voyait pas. Les oiseaux chantaient, mais ses oreilles n'entendaient que le silence. Ses enfants tentaient de la consoler. Ses amis apportaient de la nourriture qu'elle touchait à peine. Le temps guérit tout, lui disait-il. Mais Keiko sentait que le temps s'était arrêté à cet instant précis, lorsque la main de Hiroshi s'était refroidie dans la sienne. Une nuit, sans sommeil et désespérée, elle se souvint de quelque chose que Hiroshi lui avait dit des années auparavant à propos d'un moine zen vivant dans les montagnes du Nord. « Si un jour tu te perds dans l'obscurité, disait-il, il connaît le chemin du retour vers la lumière. » À l'aube, sans rien dire à personne, Keiko entreprit le voyage vers le temple du bambou silencieux. Chapitre 2, le moine qui riait. Le sentier menant au temple était raide et rocailleux. Keiko grimpa pendant des heures, ses pieds saignant dans ses chaussures, mais la douleur physique était un soulagement comparé à celle de son cœur. Quand elle arriva enfin au temple, elle trouva un vieux moine en train de balayer les feuilles dans la cour. Son visage était sillonné de 1000 rides, mais ses yeux brillaient d'une joie inexplicable. « Maître, dit Keiko en tombant à genoux. Mon mari est mort et je ne veux plus vivre. Apprenez-moi à trouver la paix, ou à mourir sans douleur. » Le moine s'arrêta, la regarda avec une infinie tendresse, puis à la surprise de Keiko il se mit à rire. Ce n'était pas un rire cruel, mais profond et sincère, semblable au murmure d'un ruisseau glissant sur les pierres. « Pourquoi riez-vous de ma souffrance » demanda Keiko, blessée. « Je ris, » répondit le moine, « parce que tu viens de poser la question la plus importante de ta vie. Et parce que tu es venu jusqu'ici les pieds en sang, ce qui prouve que ton cœur bat encore, même si tu crois qu'il est mort. » Le moine l'invita à entrer. « Reste ici 3 mois. Je ne t'enseignerai rien. Tu vivras simplement selon nos coutumes. À la fin de ce temps, tu décideras si tu t'es trouvé, ou si tu es toujours perdu. » Keiko, n'ayant plus nulle part où aller, accepta. Chapitre 3, le rituel de l'eau. Sa première tâche fut simple, chaque matin à l'aube, elle devait aller jusqu'à la source du temple, remplir 2 seaux en bois d'eau et les rapporter en montant la colline. Les premiers jours, l'eau se renversait tout le long du chemin. Ses bras tremblaient. Ses pensées tourbillonnaient, le sourire d'Hiroshi, ses derniers mots, le moment où il avait cessé de respirer. Chaque image était une lame. Un matin, submergée par la douleur, elle s'arrêta sur le sentier, s'assit et éclata en sanglots, l'eau se répandant autour d'elle. Le moine arriva. Il ne dit rien. Il s'assit simplement à ses côtés et attendit. Quand les larmes se tarirent, il parla doucement. L'eau ne lutte pas contre le seau qui la contient. Elle ne résiste pas à être portée en haut de la colline. Et quand elle se répand, elle ne se plaint pas. Elle coule simplement là où elle peut aller. Et pourtant, chaque jour, tu retournes la puiser. « Qu'à avoir l'eau avec ma douleur » demanda Keiko d'une voix rauque. « Tout » répondit le moine. « Ta douleur est comme l'eau. Tu ne peux pas l'arrêter, ni empêcher qu'elle se répande parfois.
Mais tu peux apprendre à la porter sans qu'elle t'emporte. Tu peux apprendre à marcher avec elle. Keiko ne comprit pas alors, mais elle continua à monter chaque matin vers la source. Chapitre 4, le jardin des pierres. Au bout d'un mois, le moine la mena dans un jardin rempli de centaines de pierres éparses. « Mets de l'ordre ici, dit-il. Quand tu auras terminé, tu auras appris quelque chose. » Quel ordre ? demanda Keiko. Celui que tu choisiras, répondit le moine en s'éloignant. Pendant des jours, Keiko essaya de créer un ordre, par taille, par couleur, par forme. Mais rien ne la satisfaisait. Chaque fois qu'elle terminait, tout lui semblait faux, incomplet, vide de sens. Une après-midi, épuisée, elle s'assit au milieu du jardin et observa simplement les pierres. Pour la première fois depuis des mois, son esprit se calma. Alors elle vit, il n'y avait pas d'ordre correct. Chaque pierre était unique, parfaite dans son imperfection. Et ensemble, même dans le chaos apparent, elles formaient une beauté singulière. Elle recommença à les placer, mais cette fois, sans chercher la perfection. Elle honora la singularité de chaque pierre, créant un jardin où le brisé cohabitait avec l'intact, où le vide avait autant d'importance que la matière. Quand le moine revint, il sourit. Maintenant tu comprends que le vide laissé par Hiroshi ne doit pas être comblé. Il doit être honoré. Il fait partie du jardin de ta vie. Pour la première fois, Keiko sentit en elle quelque chose bouger, l'acceptation. Chapitre 5, la méditation du bambou. Le 3e mois, le moine lui apprit à méditer face à la forêt de bambou. Assieds-toi simplement. Observe le bambou. Ne pense pas à lui, regarde-le seulement. Les premiers jours furent un supplice. Dans le silence, les souvenirs d'Hiroshi rugissaient. Mais elle se rappela les paroles du moine, observe sans t'attacher. Un après-midi venteux, elle remarqua que le bambou se pliait sous la force du vent sans jamais se briser. Le bambou ne lutte pas contre le vent, murmura-t-elle. Le moine acquiesça. Il s'incline. Il respecte la force du vent. Mais il ne casse pas, car son centre est creux, flexible. Mon centre n'est pas creux, dit Keiko. Il est plein de douleur. Non, répondit doucement le moine. Ton centre est plein d'amour. La douleur est simplement le vent qui souffle à travers cet amour. Si tu crées l'espace pour qu'il passe sans résistance, il ne te brisera pas. Cette nuit-là, Keiko dormit profondément pour la première fois depuis la mort d'Hiroshi. Chapitre 6, les lettres que personne ne lirait. Un matin, le moine lui remit un pinceau, de l'encre et du papier de riz. L'écris à Hiroshi, dit-il. Tout ce que tu n'as pas pu lui dire. Libère-le de ton cœur. Keiko hésita, il ne peut pas lire. Il est mort. Les mots ne sont pas pour ses yeux, répondit le moine. Ils sont pour ton âme. Alors elle écrivit. Des jours durant. Elle parla de sa colère, de sa culpabilité, de sa gratitude, de sa peur de l'oubli, de sa solitude. Chaque mot était une libération. Quand elle eut fini, ils brûlèrent les lettres ensemble. Pourquoi les brûler ? demanda-t-elle. Parce que l'amour n'a pas besoin de mots pour être réel, répondit le moine. Ce qui était vrai vit déjà ailleurs, dans le tissu même de l'existence. Keiko regarda la dernière lettre devenir cendre. Et elle sentit une légèreté nouvelle. Chapitre 7, le dernier thé. Le dernier jour, le moine l'invita à la cérémonie du thé. Chaque geste était lent, complet, empreint de présence. Le thé d'aujourd'hui ne sera jamais celui de demain, dit-il. Ce moment, avec cette tasse et cette lumière du soir, est unique. Et pour cela, sacré. Keiko but lentement. Elle était enfin ici. Hiroshi est parti, dit le moine. Mais chaque instant que vous avez partagé était unique et sacré. Ce qui fut réel ne cesse jamais d'être réel. Les larmes de Keiko coulèrent douces cette fois. La douleur sera-t-elle toujours là? L'amour sera toujours là, répondit le moine. Et là où il y a amour,
il y a changement, et donc parfois douleur. Mais aussi gratitude, mémoire et renaissance. La douleur se transforme. Elle devient sagesse. Comment puis-je remercier cette douleur, demanda-t-elle. En vivant, dit simplement le moine. Avec le cœur ouvert. Chapitre 8, le retour à la vallée. Keiko redescendit la montagne, changée. Elle retrouva sa maison, son jardin. Elle travailla la terre, planta de nouvelles graines parmi les anciennes. Sa fille, en la regardant, murmura. Maman est revenue. Mais Keiko savait qu'elle n'était plus la même. Elle avait traversé l'obscurité et découvert que même là, germaient des graines de lumière. Elle parlait parfois à Hiroshi non plus avec désespoir, mais avec tendresse. Et quand le vent faisait bruisser le bambou près de la fenêtre, elle souriait. Elle avait appris à plier sans se briser. À aimer sans s'attacher. À vivre sans la présence, mais avec l'essence. Chaque matin, en arrosant le jardin, elle murmurait les mots du moine. Le véritable amour ne finit pas avec la mort. Il change seulement de forme, comme l'eau qui devient vapeur mais reste toujours eau. Le bambou murmurait son accord dans le vent. Et Keiko continuait pas à pas à vivre, à aimer, à honorer la vie. Parce que dans le zen, ce qui est brisé ne se cache pas. On le répare avec de l'or, et il devient plus beau pour avoir été brisé. Ainsi se poursuit le cycle. Perte et découverte, mort et renaissance, douleur et compréhension toujours en mouvement, toujours en transformation comme l'eau qu'elle portait chaque matin depuis la source. Fin. Dans le silence du bambou, nous découvrons que l'amour et la perte sont les deux faces d'une même vérité, avoir aimé profondément est à la fois un don et un entraînement à lâcher prise. Et dans ce lâcher prise, nous réalisons que nous n'avons jamais vraiment perdu, nous avons simplement appris à tenir autrement.